Bon, alors c'est marqué retour sur image, donc c'est pour ça qu'on va se rafraîchir la mémoire, parce que grâce à l'INA, Oui, l'Institut national de l'audiovisuel, Marie a retrouvé des images incroyables. Oui, on peut le dire, c'est vrai, parce que c'est... alors, les toutes premières stations balnéaires, ça remonte quand même au début du 19e siècle, donc on n'a pas ces images-là, on a quand même des images de 1920-1930, mais c'est vrai que là, ça commence début du 19e, et vous savez comment finalement, au début, dans ce siècle-là, en fait, c'était les médecins qui recommandait finalement aux gens d'aller se refaire une petite santé au bord de la mer. Et oui, parce que c'était pas pour tout le monde n'avait pas les moyens d'aller à la plage. Exactement, c'était réservé vraiment à une élite, à la bourgeoisie, à l'aristocratie, tout à fait. Et ensuite, évidemment, avec l'arrivée des chemins de fer et les congés payés, là, des milliers de gens sont arrivés et forcément, c'était un petit peu... Et ça a été accessible, voilà, exactement à tout le monde. Mais là où il y a eu aussi vraiment une étape très importante, ça a été avec l'industrialisation et les années 60. Là, effectivement, les villes ont eu envie de reconstruire. Il fallait construire beaucoup pour forcément, enfin en tout cas très vite, pour beaucoup de monde. Et il y a un exemple flagrant, forcément, et surprenant, c'est la Grande Motte, bien sûr. Donc vous allez voir, on a retrouvé des images, évidemment, avant toutes ces constructions. C'est assez impressionnant. Je vous propose tout de suite un retour en images. Regardez. Deauville 1920. Il est doux et amer de se souvenir, comme dit le poète. Deauville, c'était, dans ces années heureuses d'une après-guerre où l'hypothèse de la bombe atomique n'était pas venue encombrer les esprits, le magique rendez-vous d'un monde qui se complaisait aux douceurs de la paix retrouvée. Mais si la saison de Deauville touche à sa fin, celle de Biarritz commence. Et M. Guy Petit, député maire, l'a ouverte à l'heure de l'apéritif avec Juliette Gréco et le toujours jeune Carpentier. Biarritz a vu revenir le flot des touristes d'avant-guerre, tous ces amoureux de la Côte d'Argent qui aiment voir la mer se briser sur le rocher de la Vierge, se découper le ciel sur les brisants et goûter le soleil sur cette grande plage qu'on dit unique. Aujourd'hui, Cabourg, c'est 4000 habitants l'hiver, 40 000 l'été. C'est une station dont on peut dire qu'elle est en plein développement. Ses objectifs, réaliser des équipements collectifs, créer des distractions, construire des logements. The lady's got a photograph, silver framed and velvet backed. Well, she took it quite a while ago. Funny that she never let me know. Le Touquet Paris-Plage vous souhaite la bienvenue sur sa nouvelle digue. L'histoire du Touquet est très courte et vous ne trouverez sur cette parcelle de l'ancienne Picardie aucun vestige de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Cinquième et dernier des points principaux du projet d'aménagement, le Barcarès, au sud de cette immense langue de sable, ressemblera à une Polynésie où les cocotiers restent tout de même à planter. À 20 km de Montpellier, la station de la Grande Motte. 4 km de plage, orientée plein sud. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you suddenly wonder, does the nurse treat you? La fantaisie, il fallait s'y attendre, c'est à Saint-Tropez qu'elle pouvait le mieux donner toute sa mesure. Côté féminin, la règle admet cette année qu'on soit abondamment vêtu pourvu qu'on laisse apparaître la taille, avec toute la générosité voulue. Avant-goût des grandes journées de Biarritz. Sur la plage, les plaisirs et les jeux. Ce qui est génial, c'est que là, on nous regarde, là, en ce moment. Il y en a qui sont à la Baule, qui sont à Saint-Tropez, à la Grande Motte, et qui voient ces images et tout. Et c'est bien de revoir comment tout ça s'est passé, avec plus ou moins de réussite. Mais enfin, Cabourg, ben, ça faisait partie, effectivement, des lieux un peu privilégiés, qui étaient déjà très prisés dans les années 30, même avant, par, évidemment, on va dire l'élite. Comme je disais, c'était assez élitiste, effectivement. Ensuite, vous aviez aussi Deauville, vous aviez Saint-Malo. Forcément, donc Biarritz, Nice et Cannes. Voilà, ça c'était vraiment, dans les années entre les années 20 et 60, c'était vraiment les endroits, les villes les plus prisées.
Et Saint-Tropez pour retrouver un peu cette ambiance Brigitte Bardot, les tenues incroyables. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a de plus en plus, alors c'est vraiment une très bonne nouvelle, il y a de plus en plus de Français qui partent en vacances et qui privilégient la France. Ça, c'est vachement intéressant. Et les villes aujourd'hui qui sont les plus, celles qu'on va dire qui sont les plus fréquentées, c'est toujours donc Biarritz en premier, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz. Et forcément, c'est suivi par Saint-Tropez et Cannes. Voilà. Très bien. Voilà, toutes ces images, vous pouvez les trouver si vous allez sur le site de l'INA, sur le site de Télématin. Merci beaucoup pour cette belle recherche rafraîchissante, Marie Mamdioglou. Alors, vous savez, depuis quelques jours, depuis 3 jours, honneur à l'Écosse. Voilà, Karine, cuisine écossais. Alors, pour quelle raison précise ? Eh bien, parce que c'est le festival interceltique de l'Orient. Et pour le coup, il y a chaque année un pays à l'honneur. Cette année, c'est l'Écosse. Et je me suis intéressée de plus près aux spécialités écossaises. Je vous ai proposé une petite soupe de haddock avec des petites pommes de terre. Ensuite, on a parlé de ce plat assez, on va dire complet, voilà, d'agneau avec des petits oignons, avec des pommes de terre également. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au dessert. Alors, ça tombe très bien à l'heure du petit déjeuner, mais c'est aussi parfait pour l'heure du thé. Les scones. Alors, scones ou scones, si on prononce le S ou pas, ce sont des petits gâteaux. Alors, très souvent, on les retrouve en Grande-Bretagne. C'est vrai que c'est très populaire aux États-Unis, au Canada. C'est un petit gâteau qui est parfois rond, parfois triangulaire. Parfois, on le coupe en deux, on le fourre avec du beurre, de la confiture. Là, la recette est un petit peu différente. On va mettre des pépites de chocolat, des petits dés de gingembre confits. Je ne vous en dis pas plus, on regarde tout de suite la recette des scones en images. Pour cette recette, vous avez besoin de farine, de sucre, de levure. Il vous faut également du gingembre en poudre, du beurre, du gingembre confit, de la crème fraîche épaisse, un œuf, des pépites de chocolat et une petite cuillère de sel. Alors, on va commencer par prendre un grand saladier dans lequel on va mélanger la farine. Vous allez également ajouter le sucre. Nous aurons besoin d'un peu de levure et on va ajouter un peu de sel. Donc là, on a mis presque un bon nombre d'ingrédients secs. Maintenant, on va rajouter le beurre. Alors, un beurre froid, hein, vous avez vu, je suis allée le prendre directement dans le réfrigérateur et on va le travailler la pâte du bout des doigts assez rapidement et on va rajouter le gingembre confit, on va mettre les petites pépites de chocolat. Si vous aimez les raisins secs, mettez des raisins secs. Allez, soyons fous. Et là, on rajoute de la crème fraîche et vous allez remuer tout ça et ça va vous donner une pâte. Au début, quand on met la crème, on se dit mais je vais jamais réussir à faire une pâte avec ça. Et bah si, assez étonnamment, ça se forme en boule et c'est cette boule qui va nous servir de scones. Alors, de base pour faire nos petits scones. Alors, c'est plutôt rapide hein, dans la réalisation. Vous allez la travailler sur la planche très simplement, la couper en deux. Chaque moitié, vous allez faire comme une galette, si vous voulez, sur votre planche. Vous n'allez pas trop appuyer, il faut quand même qu'on ait une bonne épaisseur. Et on va le couper comme un gâteau. En six petites portions. Et ensuite, chaque portion, tac, 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 sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Et juste avant d'enfourner, je vais quand même prendre le soin de les badigeonner avec un petit peu de jaune d'œuf détendu, soit avec un peu d'eau, soit avec un peu de lait. Vous badigeonnez tout ça et vous allez enfourner dans un four, bien sûr, au préalable préchauffé à 180 degrés. Alors, j'ai laissé environ 15 minutes, mais après, ça va dépendre de votre four, de l'épaisseur de vos biscuits, l'épaisseur que vous avez choisie. Après, j'ai fait des triangles, mais vous pouvez faire des cercles. Enfin, voilà, après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Mais ça, trempé dans le thé ou alors dans un petit café, aïe, 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 aïe. Je peux vous dire que c'est vraiment délicieux. Bon, faites entrer le plateau, s'il vous plaît. Merci. Que les scones arrivent. Ah oui, non. Alors, petit rappel de ce qu'on a évoqué depuis 3 jours, avec quelques des petits conseils. Voilà. Oui. Le haddock. Alors, le haddock, on a vu comment cuire le haddock. On l'a tout simplement plongé dans l'eau, départ à froid. On aurait pu mettre mélange moitié-moitié, voilà, eau et lait. C'est ce que vous voyez en haut à gauche de l'écran. C'était jeudi, une petite soupe de haddock. Donc, il y avait de la pomme de terre. Vous pouvez soit avoir une consistance très lisse, très onctueuse, soit laisser un petit peu de mâche, de morceaux de pommes de terre. Et avec ce poisson, juste effiloché sur le dessus, un peu d'herbe fraîche. Et ça marche tout seul. Et puis, hier, je vous parlais de ce fameux stovie. C'est ce ragoût avec de la viande
d'agneau, moi j'adore ça, et puis des petits oignons, on a mis aussi des pommes de terre, vous laissez bien mijoter le tout, et puis eh bien, les scones, c'est les petits derniers, voilà, juste pour les gourmands. Les scones qui sont quand même assez faciles à faire. Oui, vous avez vu, c'est pas très doué. Non, franchement, c'est pas compliqué. Il n'y a rien à faire cuire, il n'y a qu'à malaxer rapidement du bout des doigts. Oui, ah oui, assez vite, parce que sinon ça fond. Comme disait Nougaro, rien de plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Ça n'a pas l'air de vous emballer, mais c'était magnifique. Ah oui. C'est ce que vous avez fait, je peux vous dire qu'on a apprécié. Merci. Et toutes les recettes sont sur le site de Télématin Karine. Bon, Frédéric, attendez. Frédéric, clarifions les choses. Parce que depuis quelques années, on parle de Chico et les Gypsies. On parle des Gypsy Kings tout seuls. Ils sont séparés. On parle de tubes, on parle de tubes internationaux. Oui, mais comme Bamboléo. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est un été de. C'est pas l'été de tous les dangers, c'est l'été de toutes les joies pour Chico. Chico et les Gypsies, 30 ans, c'est le 30e anniversaire de Bamboléo, 1987. Mais il y avait toujours chez Chico, on sait, ils ont démarré à la fin des années 70, 79. Ouais. Le groupe s'appelait Los Reyes. Je vous fais un rapide petit cours d'histoire de Chico et les Gypsies. Le premier qui les rencontre sur la plage de Saint-Tropez, qui les fait venir à l'Olympia pendant 3 semaines en première partie, c'est Enrico Macias. Le groupe s'appelle Los Reyes et tous les soirs, Chico et ses beaux-frères, les frères Reyes, font un carton sur scène. De là naissent les Gypsy Kings, ils font la carrière que l'on connaît. 91, il y a une petite fâcherie. 91, ils se séparent. Donc il y a d'un côté les Gypsy Kings et de l'autre côté Chico et les Gypsies. Et ça, Chico, il le vivait mal. Il se disait, voilà, aujourd'hui ça marche très bien, Chico et les Gypsies continuent à remplir des salles dans le monde entier, mais il y avait quand même, voilà, quand on veut être bien, on veut être bien aussi avec ses proches, avec sa famille. Eh bien voilà, c'est en phase de réconciliation. 3 des Gypsy Kings sont venus rejoindre cet été Chico, Canut, Pablo et Pachai. Canut, il a une voix, mais c'est... Il faut noter tout ça parce qu'après on vous posera des questions. Oui, il y a interrogation écrite, et là, surtout sur les prénoms. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est génial. Canut, que vous allez voir dans le sujet, il a l'image d'Épinal de Geronimo, il lui ressemble. Donc nous étions au tréteau de nuit à Apt, dans le sud, il faisait un temps magnifique, et dans ce festival, on a vu Chico avec ses ex-nouveaux amis. Les fâcheries, on n'en parle plus. La réconciliation, elle est là, elle est bien là. Et ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu avec un nouvel album qui sortira bientôt, avec une chanson qui s'appelle La Guapa. Écoutez cette chanson, c'est vraiment un carton. On y va. Chico, les cigales, le soleil, des scènes comme ça ouvertes l'été, c'est votre période de prédilection? Pour nous, l'été ici, en Provence, c'est extraordinaire. Cette année, c'est vraiment un cru exceptionnel. C'est les 30 ans de Bamboléo, c'est 87-2017. Je trouve que pour fêter cet anniversaire, une belle réconciliation comme ça, c'est tout ce qu'on aime. On s'est séparés pour diverses raisons, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on s'est retrouvés. Et je crois que c'est pour notre bonheur à nous et pour le bonheur du public. En fait, on se retrouve comme si on ne s'était jamais quittés. Bamboléo, cette chanson, je crois qu'elle a été écrite en 10 minutes. Elle a été écrite en 10 minutes quand on fait une fête improvisée. Ça s'est passé sur la plage de Saint-Tropez, à Montréal. Et depuis, ça fait 30 ans qu'elle ne faiblit pas. Elle a le même succès partout dans le monde entier. C'est vraiment devenu la référence de Gypsy King aujourd'hui. Votre inspiration, c'est toujours la fête. Vous n'avez pas de temps en temps envie de chanter des choses un petit peu plus graves? Même quand on chante des choses graves, on les chante en rythmique. Alors on a l'impression que c'est un peu comme le blues. On croit que c'est joyeux, mais en fait, si on comprend les paroles, parfois, on chante de la tragédie. Il y a vraiment des thèmes qui sont très différents les uns des autres. Baila, 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 bailame. Esta rumba taitana, que no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana, que no siempre cantaré. Vous êtes un artiste engagé, envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. Je crois que c'est un rôle qui vous tient beaucoup à cœur, ça. Chanter la paix dans le monde entier, c'est la plus belle chose que je puisse faire. Mais c'était d'abord dans ma famille qu'il fallait refaire cette paix et donner le plus bel exemple. Et aujourd'hui, je crois que, justement, on prend nos bâtons de pèlerin en forme de guitare et ensemble, nous allons chanter la paix et la tolérance.
Chico, une question un petit peu plus personnelle. Quand au hasard d'un album de photos comme ça, souvenir, vous revoyez le petit Djaloul que vous étiez, gamin, vous vous attendiez à un tel destin? Non, mon destin, je le découvre en cours de route, mais en même temps, je me dis qu'il est quand même particulier. On me félicite du parcours, de tout ce que je fais. Franchement, j'ai pas l'impression de faire tout ça, mais quelque part, si je peux rendre les gens heureux à travers ce que je fais, voilà, c'est ça aussi, l'image du bonheur. Ce soir, vous avez rendu Chico et les Gypsy très heureux. Et les Gypsy Kings aussi. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. On vous aime. Ce qui est formidable, c'est que les Gypsy chantent et tout le monde reprend, quoi. On connaît tous les tubes. Ce qui est vraiment formidable dans le destin de ce monsieur, Djaloul Bouchiki, le petit garçon qu'il était à Arles, il n'avait rien vraiment pour devenir ce qu'il est devenu. Et ce n'est pas que des paroles. Quand il parle de la paix, quand il prône la paix dans ses interviews, il est vraiment ambassadeur de l'UNESCO. Il va vraiment chanter partout dans le monde. Il a vraiment été chanté et en Israël et dans les pays arabes. Enfin, je veux dire, c'est un véritable ambassadeur de la paix qui mouille vraiment la chemise, et il y croit, il le fait avec beaucoup de plaisir. Parler de la joie et l'évoquer, c'est une chose. Arriver à rendre les gens véritablement heureux, ça c'est un vrai talent, il le fait vraiment. Puis alors, donc là, il va d'autant mieux qu'il a retrouvé certains de ses anciens complices. Alors, et parmi tous ces complices, il y a un acteur, il y a un comédien. Il y a un tout jeune acteur qui est maintenant devenu un monsieur d'un âge certain ou d'un certain âge. Le monsieur que vous voyez là, c'était lui qui, dans le film de François Truffaut, jouait l'enfant sauvage. Et l'enfant sauvage, dans le film de Truffaut, il avait été trouvé par François Truffaut dans un casting sauvage, en se promenant dans le sud de la France. Alors maintenant, il dit que maintenant, c'est plus l'enfant sauvage, c'est le grand-père sauvage, mais c'est lui qui jouait dans le film de François Truffaut. Voilà pourquoi il faut regarder Télématin tous les jours de la semaine. C'est presque obligatoire, parce qu'on apprend plein de choses. Merci Frédéric. Bon, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais ça, c'était la musique d'Astérix, composée par Vladimir Cosma. Bonjour Aurélia, donc bonjour. Vous vivez la nuit. Oui. Alors on est un peu étonné. Pourquoi le parc Astérix qu'est-ce qui se passe la nuit au parc Astérix? Ce qui se passe, c'est qu'il laisse les portes ouvertes la nuit pour pouvoir profiter de ses attractions jusqu'à minuit. Alors ça change tout, de vivre dans un parc d'attractions jusqu'à minuit, parce que les ambiances sont totalement différentes. Déjà, les émotions sont décuplées. C'est comme si on fermait les yeux dans un grand 8. Maintenant, il y a 39 attractions, des attractions vraiment à se décrocher la mâchoire, mais en plus... De nuit, ça change toutes les sensations. Et c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir ces quelques nocturnes qui ont lieu justement dans ce parc de Gaulois. Là, c'est ce soir, et il y en a un autre le 19 août. C'est vraiment magique, sachant que à cette période, il y a un spectacle nocturne qui termine la soirée. Donc vous allez voir 2 spectacles de feux d'artifice pour clôturer la soirée, comme le banquet de ces fameuses soirées gauloises que je vous laisse découvrir. On a décidé d'organiser les Nocturnes Gauloises pour permettre à nos visiteurs de découvrir le parc sous un tout autre aspect que celui qu'ils connaissent parfaitement, le jour. La nuit, on redécouvre un nouvel écrin. Habituellement, on terminait aux alentours de 19h, 20h. Là, on prolonge l'ouverture des attractions jusqu'à la nuit venue, jusqu'à 22h30, avec des éclairages qui permettent de donner des reliefs très différents à l'architecture et aussi aux sensations, puisque vivre les attractions dans la nuit, on perd tous ses repères. « 22h45, on va convier le public autour du lac à découvrir ce nouveau spectacle. Le ciel vous tombe sur la tête. Le spectacle pyro-mélodique de ce soir raconte finalement une soirée magique au sein de la forêt des Carnutes, l'endroit où tous les druides venaient une fois par an faire un immense concours. C'est en référence à Astérix chez Lego. Pourquoi? Parce que la potion magique
Dans le mot potion magique, il y a magique. Et je crois que les aventures d'Astérix n'existeraient pas sans cette potion et sans cette magie. Donc le spectacle raconte tout ce que l'univers d'Astérix et du druide Panoramix est en mesure de nous donner autour d'une peur, la fameuse peur, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? Et donc on arrive dans une autre émotion avec de la magie et du merveilleux et je crois que ça c'est important pour clore une journée. Parce que c'est cette magie que chaque visiteur va pouvoir emporter chez lui et transformer au fil des années. Les petits-enfants vont se dire « Mon Dieu, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs ». Voilà, ce soir. C'est ce soir, le 19 août. Il faut savoir que si vous ratez ces nocturnes d'été, vous allez pouvoir en retrouver. Il n'y a que 4 dates dans l'année. Autour d'Halloween, dans ce même parc, vous allez aussi avoir des nocturnes. Mais là, c'est des nocturnes de frissons garantis. Là, vraiment, il y a des frissons, il y a des sensations. Et puis, il y a surtout de l'émotion à la fin avec ce spectacle qui termine et qui conclut cette soirée. Et puis, c'est étonnant de voir un parc de nuit parce que dans ce parc, notamment, par exemple, il y a des ambiances nocturnes qu'on ne découvrirait pas la journée. Il y a plusieurs univers. Et par exemple, quand on se retrouve en Égypte, on a vraiment, quand il fait chaud l'été, le sentiment de se retrouver véritablement en Égypte. Et pas très très loin, vous avez la mer de Sable. Enfin, pour celles qui ont l'occasion de passer dans Disneyland, le coin. pas loin. C'est tous les parcs qui environnent Paris. Et celui-ci vous invite à y aller le jour, soir. vous faites l'affaire la nuit. Enfin bon, voilà, la fête. Hein, et faites l'affaire si vous voulez, mais amusez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Aurélia. Allez, une petite pensée pour ceux qui sont à la plage, éventuellement. Et imaginez, vous êtes à la plage, Thierry, et votre chevelure est desséchée, agressée par le soleil et l'eau de mer. Elle n'a plus sa brillance naturelle. Oui. Heureusement est arrivé Prima. Regardez Prima qui sait par ailleurs que vous vous méfiez des produits chimiques. Donc voici des produits maison, pas besoin de cosmétiques, plein de perturbateurs endocriniens. Regardez, une infusion de thé vert vous apportera la brillance, le masque à l'huile d'olive ou bien à l'œuf réparera le cheveu fatigué. Le volume, lui, sera obtenu avec le volume, avec de la bière. Et du courage. Avec de la chevelure, bière. Elle en a pris un coup quand même. Hein. Et un jus de citron pour enlever l'odeur de la bière. J'ai tout ça dans mon sac parce que quand sinon, je vais à la plage. Tout ça, c'est prévu. Parce que le shampoing à la bière a tendance à attirer la guêpe après, donc il faut faire attention. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais toutes ces solutions sont efficaces, naturelles et pas chères. Donc ça évite, comme je vous le disais, de s'asperger de produits cosmétiques issus de la chimie dont on soupçonne qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Article dans Prima. Et comme grâce à ça, vous serez de bonne humeur, eh bien continuez en lisant Biba, qui titre sur le pouvoir du sourire, mode d'emploi pour avoir la banane, dit le sous-titre. Alors sachez que quand on se force à prendre des choses du bon côté, ça génère moins d'énervement. Par conséquent, on se détend vraiment. C'est un cercle vertueux. Vous voyez, c'est la méthode Coué. Quand on fait la tronche, par contre, c'est souvent un réflexe défensif pour ne pas se laisser entamer par les agressions du quotidien, explique Biba. Alors c'est compréhensible, mais il y a aussi des gens qui croient que faire la gueule donne du pouvoir parce que ça fait sérieux dans le milieu professionnel, notamment. Donc ça, mauvaise pioche. Pour sortir de ce schéma, il faut réfléchir un peu sur soi et sortir la tête du guidon, conseille le magazine. Il y a plusieurs articles qui essayent précisément de nous faire prendre du recul. Essayons par exemple de décrocher des écrans. Vous voyez cette journaliste qui a éteint la box Internet de son appartement. Oh, cauchemar. Elle a eu l'impression qu'elle et son fils se mettaient soudain à tourner comme des lions en cage, dit-elle, tellement qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur temps. Donc, quand enfin ils ont eu l'idée de génie, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils sont allés chez Mamie, regardez, la détox. On montre l'exemple parce que la dame, elle veut pas céder et elle aussi, ça lui manque. Et ensuite, ils vont chez Mamie. La grand-mère assure leur proposer plein d'activités sans écran ni connexion Internet. Ils ont lu Picsou Magazine, ils ont fait des Monopoly et à la fin, ils ont passé 48 heures très agréables sans écran. Donc, pensons aux grands-parents pour déconnecter du siècle. Quand il est trop pénible, on peut également pour ça cuisiner. Regardez, cuisiner la tomate qui est la star de l'été, rappelle notre temps, des recettes amusantes à gauche. C'est un crumble salé avec de délicieuses tomates de variétés anciennes, de l'ail, des noisettes. À droite, une tarte à la tomate, excellente avec la variété cœur de bœuf, la vraie, hein, parce qu'ils mettent cœur de bœuf partout maintenant, mais c'est vraiment la grosse bien charnue. Plus étonnant, le sorbet tomate basilic, sorbet sucré, hein, c'est pas une entrée. Vous pourrez essayer ça si vous avez une sorbetière. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez le faire en granité aussi. On demandera à Karine Tessandier ce qu'elle en pense. Exactement. Donc ça, c'est dans notre temps. Enfin, je termine avec du cinéma et la grande sortie de l'été. Alors, vous allez voir, Luc Besson, vous savez, a sorti Valérian. Valérian qui, au départ, une BD qui s'est fait voler beaucoup de choses, on en parlait à l'instant, par Star Wars. Regardez, Science et Vie Junior rappelle que la BD Valérian, dans les années 60, est sortie bien avant Star Wars, dans les années 70. Et vous allez voir tout ce qu'ils ont pompé. C'est édifiant. Regardez le costume de la princesse Leia et le costume de Laureline juste à côté. Regardez le Faucon Millenium et le vaisseau spatial de Valérian et Laureline. C'est quand même pas mal. Et même ressemblance jusqu'aux extraterrestres. La tête des extraterrestres à droite, vous voyez, exactement la même. Et même Han Solo congelé dans le bloc de carbone. Vous vous rappelez dans Star Wars, la guerre des étoiles? Eh ben, il y a exactement la même chose des années avant avec Valérian. Est-ce que la
plus grande saga de science-fiction américaine aurait tout pompé à une BD française, vous ferez une opinion en lisant Science et Vie Junior. Oui, on a Georges Lucas oui, au téléphone. Alors vous allez vous débrouiller avec lui. Ses avocats. Bien sûr. C'est Science et Vie Junior. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à plus tard. Alors Julia, ce matin, est avec nous pour nous proposer de faire du jardinage, de planter des arbres là où il en manque et surtout de s'aider les uns les autres. C'est ça, Julia ? Oui, c'est tout à fait ça, Thierry. En fait, je vous propose un site internet qui s'appelle plantercheznous.com. Alors, ce site, il va mettre en relation gratuitement des propriétaires de jardins qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni la santé, certaines fois pour le cultiver, et des personnes qui n'ont pas de jardin et qui aimeraient cultiver un potager. Le propriétaire, du coup, prête un bout de son jardin contre le partage des récoltes. Ce site va vraiment véhiculer, du coup, des valeurs de partage, de convivialité, de bon sens. Chacun va y trouver son compte. C'est une vraie histoire de lien social. Un autre projet que je voulais vous proposer, qui est vraiment très, très bien, c'est planter des arbres en Tanzanie. On va très très loin. Pourquoi ? Eh bien parce que cette région, elle souffre de déforestation, que les arbres fournissent un revenu aux populations et c'est extrêmement important. Une sécurité alimentaire également. Et en fait, comment ça marche ? Figurez-vous que tout en regardant de la publicité, vous allez pouvoir faire un don. C'est la plateforme Good Deed qui propose ce projet. Ça s'appelle le don digital. Regardez, c'est sympa. Vous choisissez votre projet, vous regardez la pub. L'argent généré par le fait que vous regardez cette pub va directement financer le projet. Je trouve que c'est une façon de donner très rapide, très efficace et très bien. Merci beaucoup, Gilles. Cadeau, mon ami, ne me remercie pas. Cadeau, mon ami. Ça nous fait bien plaisir. On est tous plus ou moins concernés par les chèques cadeaux. Eh oui. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les chèques cadeaux ? Ça va disparaître ? Non, ça ne va pas disparaître. Ça va se modifier ? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça va se moderniser. Vous savez que nous avons en France 6 millions de personnes, 6 millions de salariés qui travaillent dans des grandes entreprises et qui donc peuvent profiter des avantages du comité d'entreprise. Alors de quoi s'agit-il, par exemple, de réduction sur les spectacles ou au moment de la rentrée scolaire, des bons pour acheter des fournitures ou encore au moment de Noël, ces fameux chèques cadeaux. C'est-à-dire que l'entreprise offre un cadeau au personnel sous forme de chèque utilisable, pour ceux qui connaissent le principe, utilisable dans un certain nombre d'enseignes. Très bien. Alors ça se modernise de façon à devenir une carte bancaire. Ça fonctionne comme une carte bancaire, c'est-à-dire que l'entreprise va charger cette carte d'un montant. Le montant avoisine en général par an 80 € par salarié. Et au lieu de dépenser cet argent dans un certain nombre d'enseignes listées et limitées, eh bien, on va pouvoir dépenser cet argent où on veut. Et ça se recharge c'est l'employeur qui recharge directement. Et l'utilisateur a un code PIN. Il ne peut pas retirer d'argent dans un distributeur parce que l'objectif, c'est de favoriser la consommation et pas de retirer de l'argent liquide. Donc voilà la modernisation. Avec cette carte qui arrive actuellement sur le marché, nous avons rencontré le fondateur pour en savoir plus, savoir comment ça fonctionne, comment c'est sécurisé et où on peut faire des achats. Regardez. C'est une carte cadeau prépayée et rechargeable qui offre la possibilité d'être utilisée dans plus d'1 million d'enseignes en France, magasins d'enseignes, de proximité et également en ligne. Chaque année en France, 6 millions de salariés bénéficient de chèques cadeaux de la part de leurs employeurs ou de leur comité d'entreprise. Et jusqu'à présent, ces chèques cadeaux étaient offerts sous forme de papier. L'innovation, c'est qu'effectivement, on va pouvoir bénéficier maintenant, au travers de notre carte prépayée, de ces subventions directement sur une puce et donc utilisable à peu près partout. Je suis à la recherche de boucles d'oreilles qui pourraient éventuellement aller avec ma robe. Le montant moyen de chargement est de 78 € par an. Voilà, plafonné à 163 € à l'année et défiscalisé, donc net de charges sociales pour l'employeur et net d'impôt pour le salarié. Elles sont très originales, très élégantes et elles vont très bien avec votre teint. Merci. Le fonctionnement est très simple. Le comité d'entreprise ou l'employeur remet une carte à puce aux salariés. Cette carte est rechargeable et le montant va pouvoir être chargé à chaque événement et ensuite dépensé directement par le bénéficiaire en magasin ou en ligne. C'est le même principe de fonctionnement qu'une carte bancaire, à l'exception près que vous ne pouvez pas retirer d'argent avec cette carte, acheter de l'essence ni de l'alimentaire.
Très bien, je peux vous payer en carte cadeau? Bien sûr. Super. Les commerçants sont informés du fonctionnement de cette carte, puisque c'est le même principe de fonctionnement qu'une carte bancaire. Et nous sommes en partenariat avec un réseau d'acceptation très connu. Ça coûte à l'employeur entre 7 et 10 euros à l'année en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. L'intérêt pour l'employeur est simple, c'est un gain de temps évident puisque la carte est rechargeable à distance, et puis c'est également un gain d'argent puisque la carte est valable 3 ans, donc on n'a pas la nécessité d'expédier chaque année une nouvelle carte. Très content de Et cette carte, Isabelle, on ira la faire recharger dans notre comité d'entreprise? Comment ça fonctionnera? Alors l'employeur peut la recharger à distance. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est le gain de temps, recharger à distance. Vous n'avez rien à faire et si vous perdez cette carte ou si vous vous la faites voler, eh bien, les fonds qui sont encore disponibles sur la carte seront transférés sur la prochaine. Et comme c'est une carte qui est valable 3 ans, vous n'avez pas à courir tous les ans à votre comité d'entreprise, récupérer vos chèques que vous allez oublier, vous ne savez plus où vous les avez mis, ils sont périmés, vous ne pouvez pas accéder à tous les magasins. Enfin, c'est une vraie modernisation qui arrange tout le monde. Je crois que c'est du gagnant-gagnant. Voilà, on continue à parler consommation avec Julia, qui va nous parler de lutte, et ça, vous en parlez régulièrement, Isabelle, lutte contre le gaspillage, et d'un bon projet qui agit pour l'entraide et le partage communautaire. Oui, dans la lignée de ces très très bons projets créés pour éviter, vous savez, de gaspiller ou lutter contre le gaspillage, un homme a créé un site qui s'appelle Smart Cycle. C'est très bien, ça donne une deuxième vie aux objets encombrants, comme vous pouvez le voir là. C'est-à-dire que vous savez, ces choses que vous allez mettre sur votre trottoir dont vous ne voulez plus, eh bien on va les prendre en photo, on va les géolocaliser et puis vous, quand vous allez avoir besoin, par exemple, eh bien, d'un nouveau canapé, d'une nouvelle machine, vous allez aller sur Le Bon Coin, mais avant d'aller sur Le Bon Coin, allez sur le site Smart Cycle. Regardez, par exemple, là, juste à côté de France Télévisions, je sais qu'il y a une machine à laver qui est disponible, qui vous attend. Et du coup, à vous de voir si vous pouvez la récupérer. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Vous ne perdez pas de temps, parce qu'avant d'acheter, vous voyez si c'est disponible quelque part dans la rue. C'est alimenté par une communauté de gens qui vont prendre des photos et qui vont mettre directement sur l'appli Smart Cycle. Je rappelle que selon l'ADEME, la gestion de 345 millions de déchets par an coûte à l'État français 17 milliards d'euros. Ouais. Ça, c'est tout. Vous avez noté. En tout cas, la bonne nouvelle, si jamais ça intéresse quelqu'un, il y a une machine, pas très loin de France Télévisions, il y a une machine à laver qui est disponible. Merci beaucoup, Julia. 2 très bonnes idées pour embellir votre lecture, ou vos lectures, Julia. Je voulais vous présenter ce projet de librairie assez hallucinant. Regardez, ça s'appelle la librairie qui chemine. Une petite maison, une remorque, grande remorque remplie d'étagères, étagères remplies de livres. Regardez comme c'est joli à l'intérieur. Eh bien, cette librairie, elle va de village en village. Elle se déplace pour récupérer des livres, pour les amener dans des villages qui n'ont pas forcément de librairie ou qui n'ont pas accès à des livres, pour proposer la lecture à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres et qui vont pouvoir les consulter sur place. J'adore ce projet qui est aussi esthétique qu'il est communautaire et solidaire, la librairie qui chemine.fr. Vous pouvez suivre son itinéraire sur le site. Une autre idée géniale, c'est celle de cet éditeur de livres que vous pouvez trouver sur Internet. C'est une appli qui s'appelle Soundbook. Cette appli qui va émettre un son pour créer l'ambiance sonore du livre que vous lisez à votre enfant. Ça s'appelle la lecture expérientielle. Vous faites la lecture à votre enfant et en même temps des sons, des bruits vont arriver. Vous allez pouvoir les écouter en fonction de l'histoire que vous racontez. Je trouve que c'est un joli projet qui peut aussi sûrement donner envie aux enfants de faire un peu de lecture quand ils sont un petit peu récalcitrants. Voilà, je m'arrête, le mode de pipelette est désactivé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Julia.